Je est un autre, disait Rimbaud, et on a bien entendu aujourd'hui et hier, à quel point la question des identités, de nos nominations, des lieux d'où on parle sont absolument mis au travail aujourd'hui avec ces questions. Alors, j'avais envie de commencer par nous poser la question de est-ce que finalement on a répondu à l'enjeu de la mise en tension sous-jacente à ces journées, ce colloque qui s'intitule « On ne peut plus rien dire » ou « On ne peut plus arrêter de dire », je ne sais pas à quel endroit on doit placer l'allocution. Et je vais reprendre brièvement l'épinglage des mots d'introduction d'hier, qui avait été fait, si je ne me trompe, par Sophie Tortolano. Comment bien accueillir ces minorités? Présentent-elles les mêmes difficultés et les mêmes besoins? L'accès aux soins est-il réellement garanti pour ces publics dans les structures de première ligne? Chez qui les orienter quand il y a lieu de le faire? Alors en effet, et ça s'entend encore très très fort maintenant, ça se cristallise autour des questions trans, mais ça s'entend à tous les endroits dans ce qui a été discuté hier et aujourd'hui, nos subjectivités et positionnements passent aujourd'hui par l'opérateur du genre comme une forme de nouvel agent, aussi bien conceptuel que politique ou discursif, pour penser le sexe, permettant une libération des voix sur les inégalités et les minorités et les minorisés. Que valent alors les vérités sur les corps et leur nomination lorsqu'il semblerait que tout ne serait que production normative et discursive? Cela a été éminemment bien illustré par les collègues hier, principalement par l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, qui nous laissent voir les grands variants et la façon dont nous façonnons une part de réel à l'aune de nos représentations. Ce sont alors des dynamiques récurrentes au sein de l'élaboration des discours et de la transformation du sexe et du genre qui opèrent. Rapidement, ça a déjà été énoncé, le sexe et le genre comme objet de science qui est supposé nous cartographier, nous disséquer et précisément nous dire ce qu'il y a lieu de faire, d'être, de penser, de ressentir et de pratiquer. Des sujets dès lors héritiers et tributaires d'une médecine, d'une science qui est androcentrique. Une recherche en deuxième lieu de vérité, de catégorisation, et nous les psys, on a beau passer notre temps à chercher à décatégoriser, on a tout autant besoin de pouvoir reclassifier. Les hétéronormes, encore et toujours à l'œuvre, et plus particulièrement l'homonationalisme, l'impérialisme sexuel, mais aussi aujourd'hui la façon dont les familles peuvent ou non se penser à l'aune des frontières et des nominations autres. Et enfin, l'invisibilisation de toutes celles et ceux qui échappent aux nominations majoritaires. Alors du coup, là c'est un peu, puisque je ne me suis pas située non plus, la psy, l'orientation analytique, qui parle. Que reste-t-il aujourd'hui du sujet, au sens clinique, au sens psychanalytique du terme? Dans quelle mesure ce sujet serait-il cuir, au sens où il a été nommé ces 2 jours-ci, au sens d'une déconstruction radicale, d'une opposition à la norme? Et quelles seraient alors les conditions de possibilité d'un sujet politique cuir dans une perspective globale, intersectionnelle, mais aussi de son inconscient? Je vais me permettre ici, promis, je ne serai pas très très longue, d'épingler 4 niveaux de ce que j'ai pu essayer de retenir d'hier et d'aujourd'hui, du plus intime au plus structurel. À savoir, en premier lieu, ces paradoxes fondamentaux qui nous constituent. Je disais, je est un autre, mais donc aussi le fait que nos subjectivités en passent forcément par l'altérité et le collectif. Et on a bien vu aujourd'hui comment le collectif produit, en tant que tel, les normes dans lesquelles les choses peuvent ou non se dire. Pour la psychanalyse ou une psychanalyse, la subjectivité et la vérité des sujets ne peut que se mi-dire quand elles ne sont pas médites, c'est-à-dire que nous naissons, que nous sommes mal entendus, mal outillés pour être reconnus. Il s'agirait alors d'interroger ce qui fait le sentiment de subjectivité et à quelle subjectivité au pluriel nous avons alors aujourd'hui affaire. Y aurait-il une réelle opposition entre ces vérités du sujet et ces vérités qui nous sommes barrées et la possibilité de reconnaître et de nommer les rapports de pouvoir comme condition de possibilité d'énonciation de soi pour ne plus avoir à les dénoncer? Alors je nous invite, et ça n'est absolument pas de moi, mais à peut-être penser ce qui a eu lieu aujourd'hui et hier comme ce que Bourdieu appelait déjà la 4e blessure narcissique de l'humanité. Vous voyez les 3 premières ou pas? Vous ne voyez plus rien de toute façon, là, je crois, à mon avis. Je vous l'ai fait en bref, je bois un verre d'eau, c'est pas le mien.
Donc la première, mais c'est pas lui qui l'a dit, parce que c'est notre ami Freud qu'on a trop peu cité quand même ces 2 jours-ci. Donc le premier, c'est Copernic, qui aurait, enfin pas qui aurait, mais qui aurait donc établi cette première blessure narcissique de l'humanité sur le fait que la Terre n'est pas au centre de l'univers et donc nous ne sommes pas le centre de l'univers. Bon, on le sait tout juste, mais c'est pas encore tous les jours assuré. Darwin, qui est donc celui qui nous a fait voir que nous étions le fruit de l'évolution et donc des animaux comme les autres. Freud, à qui donc revient la paternité de l'idée qu'il était l'auteur de la 3e blessure narcissique de l'humanité dans sa non-mégalomanie. Nous ne sommes pas souverains de nos propres sujets, nous sommes régis par l'inconscient et par les lois inconscientes qui ne répondent pas aux lois globales et rationnelles. Et enfin, la 4e blessure, celle qui m'occupe aujourd'hui, celle que Bourdieu propose, qu'aurait produit la sociologie sur notre compréhension du monde, avec le concept d'habitus, donc avec l'idée que l'empreinte sociale nous détermine. Alors c'est là-dessus que j'ai envie de souligner, puisque ça nous permet à la fois de voir que paradoxalement, énoncer la force du déterminisme social et ses entraves au sujet, ce qui a été un petit peu l'enjeu de ces 2 journées, montrer à quel point il y a des forces qui sont présentes et qui nous ont déterminés et qui nous empêchent et nous entravent, et dans le même temps, ce qui relève de l'impasse, partielle du moins, à s'autodéterminer aussi dans son genre ou dans son sexe. 2e point, qu'est-ce qui du coup, au creux de nos cabinets ou de nos institutions, mais je reviendrai sur les institutions juste après, participe à produire un transfert non pas d'inconscient singulier à inconscient singulier ou contre-transfert pour les post-freudiens, mais de sociabilité ancestrale et actuelle. Qu'est-ce qui, dans nos pratiques cliniques, participe à produire comme condition de possibilité d'énonciation ou non? En quoi, nous aussi, avons-nous des effets de performativité, au sens butlerien du terme? Qui sont les sujets dont nous considérons qu'ils peuvent être psychologisés, psychanalysés et pris en thérapie? Comment, dès lors, les lunettes de genre permettent de produire des leviers thérapeutiques comme nouvelle grille de lecture? Nous avons alors aujourd'hui vu émerger la nécessité de continuer à interroger l'évidence, les lieux communs, de part et d'autre. 3e point, donc il n'y en avait que 4, hein, ça va. Probablement en creux de ce qui n'a pas pu s'énoncer et qui n'a pas été non plus véritablement pour moi énoncé dans les questions, c'est ce que ces psy-situés et ou inclusifs, presque pour le coup, peu importe les nominations, disent de et à la psychiatrie. Dans le même temps où on a pu voir aujourd'hui des formes d'énonciation aussi bien dans les lieux publics que dans les médias de la nécessité de se faire reconnaître dans son autodétermination ou dans la façon dont on souhaite être reconnu, on voit émerger aussi des formules similaires du côté de la santé mentale ou de la psychiatrie, avec des énonciations en je suis bipolaire, je suis schizophrène, j'ai des pensées suicidaires, pour ne pas citer notre ami Stromae. On assiste donc ici à des floraisons de revendications ou en tout cas de réclamations d'être reconnus dans nos identités et dans des narrations publiques de soi. Que nous disent alors ces modes de présentation du sexe, du genre, de notre santé mentale? Et qu'est-ce qu'alors un psy situé, inclusif, au regard de ce qui croise fondamentalement la santé mentale et les minorités? En effet, cette positionnalité renvoie à des mouvements sociaux qui ont permis de faire jour de la psychiatrisation et de la pathologisation de la façon d'être au monde, de faire lien et de faire sa vie sexuelle pour toutes les minorités de sexe et de genre. Mais qu'en est-il des structures psychiques qui traversent le temps, l'histoire et la sociologie? Comment peut-on lire aujourd'hui ces demandes, ces revendications, portées comme un retournement du stigmate au regard du secteur psychiatrique, pour lequel la question d'être soi-même sujet de ce dont on traite, faut-il être soi-même schizophrène pour accompagner un schizophrène, se pose très différemment. Enfin, qu'est-ce que la thématique d'aujourd'hui permet de mettre à jour en termes d'impensée au regard de nos structures de soins, quant aux dispositifs d'accueil, des structures, des architectures même? Ce sont des questions qui font écho aux travaux actuels de la World Association for Sexual Health qui considère qu'il faudrait une justice sexuelle, c'est-à-dire non seulement la possibilité d'être au confluent des droits sexuels, avoir le droit d'être reconnu dans ses libertés individuelles
en termes de choix d'objets et d'identité, mais aussi d'avoir une forme de justice sociale, c'est-à-dire de faire évacuer tant que faire se peut les discriminations et les stigmatisations à l'endroit des minorités sexuelles et des pseudo-déviances. Ce qui veut donc dire aussi que c'est pour tous celles et ceux qui travaillent ici en institution, en psychiatrie, de garantir l'égalité d'accès aux soins, évidemment, à l'éducation, ça a été beaucoup discuté, mais aussi pour les personnes âgées, pour les personnes psychiatrisées ou plus largement pour toutes les personnes institutionnalisées, le droit d'avoir des liaisons sexuelles ou même tout simplement des relations amoureuses. Dans le même temps, il s'agit évidemment de pouvoir rester au travail quant à ce que ces questions soulèvent comme réflexivité pour nos pratiques et non comme mode d'emploi prêt à porter, comme le soulignait une des collègues aujourd'hui. Finalement, et pour reprendre le titre de ce colloque et ce super jeu de mots que j'ai fait il y a 2 semaines en privé et que donc je vais ressortir maintenant et qui fait un peu réchauffer, je ne sais pas pourquoi les organisateurs du colloque ont écrit « on ne peut plus rien dire », si ce n'est qu'on est en Belgique. Mais en tout cas, moi je l'ai tout de suite lu ou entendu comme « on ne peut plus ne rien dire » de ces questions. Qu'il s'agit donc non seulement de parler, d'entendre, de cuiriser nos oreilles, mais aussi qu'il s'agit de lire le genre, plus uniquement comme un opérateur de dénaturalisation ou d'historicisation du sexe, mais de voir plutôt que lui-même est en train d'historiser quelque chose aujourd'hui, de nos façons d'être au monde. Et que je conclurai alors sur cette notion qui a été en plus très fréquemment soulevée aujourd'hui. J'ai dit sur ces 2 journées, mais j'étais pas là hier, donc j'ai arrêté de faire semblant sur aujourd'hui. Hein. C'était pour quand je croyais encore que j'allais pouvoir faire semblant, mais plein de gens m'ont dit qu'ils ne m'avaient pas vu hier. Du coup, ça se sait. Alors, donc, en tout cas aujourd'hui, on a parlé des psy-safe, ou en tout cas safe, safer, et j'ajouterai probablement ce terme qui est souvent associé à safe et comfort zone, c'est-à-dire l'idée qu'il ne s'agit peut-être pas d'être safe, ou encore plus safe que safe, mais d'établir les conditions de possible sécurisantes pour le sujet, tout en laissant l'espace d'inconfort, levier impératif à la condition clinique, sans plaquer alors une vérité générique et sociale, sans l'invisibiliser non plus, mais en laissant les inventions boiteuses de nos sujets continuer de nous composer et forcer à tordre nos fondements thérapeutiques. Merci.